Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un outil assez connu pour analyser, disons, l'environnement concurrentiel d'une activité. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu les pressions qui s'exercent pour identifier où sont les vraies contraintes. Oui, tout à fait. C'est un modèle puissant. Mais attention, il y a un point vraiment fondamental dès le départ. Cette analyse, elle doit absolument se faire pour une activité précise, ce qu'on appelle un domaine d'activité stratégique, un DAS, surtout pas pour l'entreprise dans son ensemble, Ah oui, c'est une nuance importante, ça. essentiel même. Parce que chaque métier, chaque activité a son propre jeu de force, sa propre arène concurrentielle. Si on mélange tout, l'analyse perd toute sa pertinence, elle devient floue, voire fausse. D'accord, très clair. Il faut être précis. Alors, commençons peut-être par un des axes classiques, le pouvoir de négociation. On parle souvent des clients et des fournisseurs. Qui a le dessus? C'est intéressant parce que c'est un peu un jeu de miroir. Les facteurs qui donnent du pouvoir aux clients ou aux fournisseurs sont souvent assez similaires. Parce qu'on est toujours le client de quelqu'un et le fournisseur d'un autre, n'est-ce pas? Logique, oui. Alors, premier facteur clé, la concentration. S'il y a beaucoup de vendeurs face à peu d'acheteurs, eh bien ce sont les acheteurs qui mènent la danse. Et inversement, bien sûr. La rareté, ça donne le pouvoir. Pensez à la grande distribution face à certains de ses fournisseurs, par exemple. Bon exemple. Et la différenciation, ça joue aussi, j'imagine? Si un produit est unique, Exactement. C'est le deuxième levier majeur. Un produit, un service qui est vraiment différencié, difficile à remplacer, qui a quelque chose d'unique, eh bien ça donne un pouvoir considérable aux fournisseurs. Une technologie brevetée, un savoir-faire très particulier. d'accord. Et qu'en est-il des volumes? Acheter en grande quantité, ça doit peser dans la balance, non? Ah oui, évidemment. Les volumes achetés, surtout sur une période courte, ça donne un poids énorme à l'acheteur. Ça lui permet de négocier les prix, les conditions. Et puis, il y a un autre aspect, ce sont les coûts de transfert. Les coûts de transfert, c'est-à-dire? C'est tout ce que ça coûte de changer de fournisseur ou de client. Ça peut être de l'argent, bien sûr, mais aussi du temps, de la complexité, devoir réadapter ses processus. Si ces coûts sont élevés, ça donne un avantage à celui qui est déjà en place. Ça crée une sorte de dépendance, de verrouillage. Je vois. Ça rend le changement plus difficile. Voilà. Et enfin, il y a la taille relative des acteurs. Une très grosse entreprise, elle aura souvent plus de poids dans la négociation qu'une petite PME. On voit ça par exemple avec des grands groupes qui peuvent imposer des délais de paiement plus longs à leurs fournisseurs. C'est une manifestation de ce pouvoir. D'accord. Donc, concentration, différenciation, volume, coût de transfert et taille relative. Ça fait déjà pas mal de facteurs pour évaluer ce pouvoir de négociation. Oui, et il faut bien voir que c'est dynamique. Ce pouvoir, il n'est jamais figé, il évolue avec le marché, avec les stratégies des uns et des autres. Très bien. Alors, passons à une autre force, la menace des nouveaux entrants, ceux qui voudraient venir jouer sur le même terrain. Comment on évalue ce risque-là? Alors ça, c'est une menace très importante, parce que l'arrivée de nouveaux acteurs, ça augmente mécaniquement la concurrence. Surtout si le marché ne grandit plus beaucoup ou s'il est en phase de maturité. Là, l'arrivée d'un nouveau, ça veut dire qu'il va falloir se partager le gâteau existant. Et qu'est-ce qui peut les décourager ou au contraire les attirer? Plusieurs choses. D'abord, la croissance du marché elle-même. Un marché en forte expansion, il absorbe plus facilement de nouveaux entrants sans que ça crée trop de tensions immédiates. Ensuite, l'agressivité des concurrents déjà en place. Si la compétition est déjà très dure, ça rend l'entrée moins attractive, disons. Une sorte de bienvenue en enfer? Un peu ça, oui. S'il y a des leaders très forts, bien établis, surtout s'ils ont des coûts fixes élevés qu'ils doivent amortir, ils vont défendre leur position bec et ongle. Ça peut dissuader les nouveaux venus. On parle souvent de barrière à l'entrée. C'est un concept clé ici, non? Tout à fait. C'est même le cœur de l'analyse de cette menace. Ces barrières, elles peuvent prendre plein de formes différentes. Il y a les investissements initiaux nécessaires. S'il faut des capitaux énormes pour démarrer, ça limite forcément le nombre de candidats. Comme dans l'industrie lourde ou les télécoms, peut-être? Par exemple, oui. Ou alors les économies d'échelle. Si les entreprises déjà en place produisent à un coût bien plus faible, parce qu'elles ont de gros volumes, un nouvel entrant aura beaucoup de mal à être compétitif sur les prix au début. D'autres barrières? Oui, il y en a plein. L'accès aux canaux de distribution. S'ils sont déjà verrouillés par les acteurs existants, c'est compliqué. L'image de marque. Pensez au secteur du luxe par exemple. Pour concurrencer une marque établie depuis des décennies, il faut des investissements marketing colossaux. C'est sûr. Il y a aussi les barrières technologiques. Les brevets, un savoir-faire unique et difficile à copier.
L'avantage d'antériorité, l'expérience accumulée, les relations tissées. Et puis, le rythme d'innovation. Si le secteur bouge très très vite, il faut avoir les reins solides pour suivre. Et on retrouve aussi les coûts de transfert, mais cette fois pour les clients. S'il est difficile ou coûteux pour les clients de changer de fournisseur, ça protège les acteurs en place et ça constitue une barrière pour les nouveaux. Ça fait beaucoup de remparts potentiels. Donc, une entreprise bien établie peut avoir intérêt à renforcer ses barrières? Exactement. C'est une stratégie défensive classique, rendre l'entrée sur son marché la plus difficile possible pour les autres. Intéressant. Alors, troisième force, la menace des produits de substitution. Là, on ne parle plus d'un concurrent direct, mais d'une solution complètement différente qui répond aux mêmes besoins. L'exemple classique, c'est Kodak et l'appareil photo numérique face à l'argentique. C'est tout à fait ça. C'est une menace parfois plus insidieuse, parce qu'elle ne vient pas de là où on l'attend. Le point clé, c'est que le produit ou le service de substitution répond au même besoin fondamental du client, mais avec une approche, une technologie différente. Et comment on évalue cette menace? Il faut qu'il soit meilleur le substitut, non? Souvent, oui. Pour que les clients basculent, il faut que le substitut offre un avantage perçu comme significatif. Ça peut être le prix, bien sûr, mais aussi la performance, la facilité d'utilisation, une nouvelle fonctionnalité. L'analyse consiste à regarder plusieurs choses. D'abord, est-ce que ce substitut existe déjà ou est-ce qu'il est sur le point d'arriver? Est-il crédible? Mhm. Ensuite, est-ce qu'il répond vraiment bien, voire mieux, aux attentes des clients que l'offre actuelle? Et puis, encore une fois, le coût de transfert. Est-ce que c'est facile et peu coûteux pour le client d'adopter cette nouvelle solution? Parfois, il y a des freins. Certains fournisseurs d'accès à Internet, par exemple, mettaient des frais de résiliation très élevés pour décourager les clients de partir vers un concurrent ou une autre technologie. Ah oui, c'est une forme de coût de transfert, ça aussi. Tout à fait. Et enfin, il y a un facteur un peu plus culturel, l'appétence des clients du secteur pour la nouveauté. Dans certains domaines, comme l'alimentaire par exemple, les consommateurs aiment bien essayer de nouvelles choses. Dans d'autres, ils sont peut-être plus conservateurs. Donc il faut surveiller non seulement ses concurrents directs, mais aussi ce qui se passe à côté et qui pourrait rendre notre offre obsolète. Exactement, c'est une veille beaucoup plus large qu'il faut avoir. D'accord. On a vu les clients, les fournisseurs, les entrants potentiels, les substituts. Reste la bagarre au cœur du réacteur, l'intensité de la concurrence directe, entre les acteurs déjà présents sur le marché. C'est souvent là que la pression est la plus forte, non? Oui, c'est souvent la force la plus palpable au quotidien pour les entreprises. C'est l'arène principale. Et son intensité, elle dépend principalement de 4 grands facteurs. Lesquels? Premièrement, le taux de croissance du marché. On l'a un peu évoqué pour les entrants, mais c'est crucial ici aussi. Si le marché stagne ou régresse, la compétition pour gagner ou même maintenir ses parts de marché devient beaucoup plus féroce. Chacun se bat pour un gâteau qui ne grossit plus. Logique. Deuxième facteur. La structure concurrentielle. C'est-à-dire, combien y a-t-il de concurrents et quelle est leur taille relative? S'il y a beaucoup de concurrents de taille à peu près similaire, la concurrence est souvent très intense, guerre des prix, surenchère d'innovation. A l'inverse, s'il y a un leader dominant et quelques petits acteurs, la dynamique est différente. C'est dur pour les petits, mais le leader peut avoir plus de latitude. D'accord. Et ensuite? Troisième point, l'importance des coûts fixes. Si une activité nécessite des investissements lourds, des infrastructures coûteuses, bref, des coûts fixes élevés, les entreprises sont obligées de chercher à faire tourner leur capacité au maximum pour amortir ces coûts. Ça les pousse à rechercher du volume, quitte à baisser les prix, ce qui intensifie la lutte pour les parts de marché. Je vois. Une sorte de course au volume. C'est ça. Et enfin, le quatrième facteur, qui est parfois un peu sous-estimé, ce sont les barrières à la sortie. Ah, pas les barrières à l'entrée, mais à la sortie. Exactement. C'est le pendant. S'il est difficile ou coûteux pour une entreprise d'arrêter une activité et de quitter le marché, eh bien elle va rester, même si la rentabilité est faible, voire négative pendant un temps. Et qu'est-ce qui peut rendre la sortie difficile? Plusieurs choses. Des actifs très spécifiques, par exemple des machines ou des outils qui ne peuvent pas être vendus ou utilisés pour autre chose. Des contrats de long terme qu'il faut honorer. Des implications sociales importantes, comme des plans de licenciement coûteux. Des emprunts qui courent toujours. Tout ça peut inciter une entreprise à s'accrocher même si ce n'est plus très rationnel économiquement. Et du coup, ça maintient une pression concurrentielle forte sur le marché, hein. Oui, ça maintient des capacités de production, ça empêche le marché de s'assainir naturellement, et ça pèse sur la rentabilité de tout le secteur. C'est un vrai piège stratégique parfois. Bon, on a fait le tour des 5 forces. Au final, à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette analyse une fois qu'on l'a faite? L'objectif premier, c'est d'avoir une vision claire, une cartographie des forces en jeu pour une activité donnée.
Ça permet de comprendre où sont les pressions les plus fortes, les contraintes majeures, mais aussi potentiellement où se trouvent les opportunités, les marges de manœuvre. C'est un diagnostic, en quelque sorte. Oui, un diagnostic de l'attractivité structurelle d'une activité. Mais c'est plus que ça. L'étape suivante, une fois qu'on a identifié les problèmes ou les menaces principales révélées par ces forces, c'est de chercher des solutions stratégiques. Comment on peut atténuer le pouvoir des fournisseurs? Comment on peut ériger des barrières à l'entrée? Comment on peut se différencier pour échapper à la concurrence frontale? Donc comprendre ces dynamiques, c'est vraiment la base pour définir une stratégie pertinente. Absolument. Sans cette compréhension fine de l'environnement concurrentiel spécifique à chaque activité, on risque de naviguer à vue, de prendre des décisions stratégiques inadaptées. C'est un outil fondamental pour la réflexion stratégique. Une structure vraiment éclairante, c'est vrai, pour poser sa réflexion. Et ça ouvre d'ailleurs une question intéressante, je trouve. Une fois qu'une entreprise a pris conscience, grâce à cette analyse, de l'intensité spécifique de chaque force pour une de ses activités, comment est-ce que ça devrait concrètement changer son approche? Quel choix stratégique ça implique? Est-ce qu'il faut chercher à contourner une force trop puissante, à l'exploiter si on est en position de force, ou peut-être même à redéfinir complètement le périmètre de l'activité pour échapper à certaines pressions? C'est là que le vrai travail stratégique commence. Une excellente question pour poursuivre la réflexion. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces concepts de stratégie ou développer leurs compétences commerciales, n'hésitez pas à échanger avec Philippe Massol. Il est sur LinkedIn et il pourra vous accompagner pour améliorer justement vos compétences commerciales et votre réflexion stratégique.